La NSA est une institution gouvernementale américaine, la National Security Agency. Elle est responsable du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement américain. En gros, c'est les espions de l'informatique. Vous avez dû la voir dans différents films et séries et surtout entendu parler de l'ancien analyste de la NSA, Edward Snowden. En 2013, il révèle au monde comment la NSA surveillait la population américaine en masse, mais aussi comment la NSA espionnait en Europe et différentes nations. Ghidra, c'est un outil de reverse engineering que la NSA a rendu public en 2019. C'est-à-dire que désormais, tout le monde peut installer et utiliser ce logiciel gratuitement. Étant open source, on peut même voir comment il a été programmé en accédant au code de cet outil. Mais à quoi ça sert? Et pourquoi une agence d'espionnage informatique, elle utilise un outil de ce style-là? Et enfin, qu'est-ce que c'est que le reverse engineering? Alors j'utilise le terme de reverse engineering, en français on parle de rétro-ingénierie, ou encore de rétroconception, et parfois même d'ingénierie inverse. Donc l'idée ici, c'est de démonter un objet pour voir comment il fonctionne. On travaille à rebours à partir du processus de conception de ce qu'on est en train d'analyser. C'est applicable à plein de domaines. Ça passe par l'automobile, mais aussi bien sûr au logiciel informatique. Il existe même des pays, sans les citer, qui sont très forts dans ce domaine et cela leur permet de voler des secrets d'entreprise bien gardés pour développer plus tard un produit similaire et parfois même meilleur. Ici, on va parler du reverse principalement sur les logiciels. Quand vous utilisez des logiciels comme Word, Excel, ProRealTime ou des jeux vidéo comme Call of Duty, Warhammer et j'en passe, vous n'avez pas accès au code, vous n'avez pas accès aux fichiers sources avec toutes les données. Cette information est propriété de l'entreprise en question. Vous ne devez pas y avoir accès normalement. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous avez accès au code complet, vous pouvez, même si c'est illégal, l'utiliser de votre côté pour le commercialiser. Si demain vous aviez accès au code de Microsoft Word, vous pourriez le modifier un peu, changer de nom et le vendre. Quand vous avez accès au code de Call of Duty, vous êtes capable de comprendre comment ça fonctionne et du coup vous pouvez développer des cheats. Devenir invincible pendant les parties multijoueurs, devenir invisible, voler dans les airs, enfin toutes ces choses qui ne sont normalement pas possible dans le jeu de base. Bien sûr, c'est pas parce qu'il ne faut pas le faire que certains ne le font pas, même si c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Car même si vous avez un fichier exécutable sur votre ordinateur, c'est difficile d'avoir accès au code. Parce que comment fondamentalement fonctionne un ordinateur? L'ordinateur est une machine à calculer qui comprend que les 1 et les 0, le binaire. C'est important de rappeler ce point-là, je pense, parce qu'en ce moment, on entend souvent parler de l'intelligence artificielle, qui a de la conscience, qui réfléchit ou je ne sais quoi d'autre. Mais en gros, on est loin du Terminator ou encore du Detroit Become Human. Là, à la base, on a juste du métal et des puces qui comprennent les 1 et les 0. Ça veut dire aussi que lorsque vous codez, lorsque vous programmez, peu importe le langage de programmation, l'ordinateur n'est pas capable de le comprendre. Bizarre parce que pourtant on peut lancer nos logiciels. C'est parce qu'il y a une étape intermédiaire entre le code et l'exécution du code. C'est le moment où on va traduire pour l'ordinateur. On va traduire nos lignes de code en binaire. Cette étape, on l'appelle la compilation. Alors, dans certains langages de programmation, c'est quelque chose de plus présent que dans d'autres. Si vous codez en C, vous êtes obligé de connaître un peu cette étape-là. Par contre, si vous faites du Python, vous ne posez pas trop la question en fait de la traduction de votre code vers la machine. Pendant cette étape de compilation, en réalité, il se passe énormément de choses différentes, dont on ne va pas trop parler parce que c'est pas très important pour le sujet de cette vidéo, sauf une étape. Dans la compilation, il existe une étape intermédiaire qui consiste à traduire votre code dans un autre langage qu'on appelle l'assembleur, assembly en anglais. Il s'agit en fait de la dernière étape qu'un humain est capable de lire, le binaire étant inutilisable par l'humain de base. L'assembleur, c'est les opérations en fait que votre CPU doit réaliser pour l'utilisation d'un logiciel. Ça ressemble à ce que vous voyez sur votre écran. Ça reste un peu compliqué à utiliser et pour les non-initiés, c'est même impossible à comprendre. Mais je vous rassure, même les initiés ne l'utilisent pas comme ça. Ils ont des outils pour utiliser ce langage. C'est là où on va utiliser Ghidra. Car oui, même si on n'a pas accès au code, quand on exécute un logiciel, forcément il va utiliser notre ordinateur. Et donc du coup, par extension, son CPU. Donc il va envoyer des instructions à notre machine. Le binaire, en fait, il va être lu par l'ordinateur et il va envoyer ces instructions au CPU, pour être plus précis. Des instructions qui sont donc en assembleur. Ghidra va donc prendre les instructions de l'assembleur et va essayer de les interpréter pour en sortir du code lisible. Il va transformer l'assembleur en code. Je dis essayer parce que,
Encore une fois, c'est plus ou moins complexe et l'outil est plus ou moins performant dans les interprétations qu'il peut faire. Mais vous savez quoi? Un exemple vaut mille paroles. On va pratiquer du reverse très simple dans un environnement où je suis autorisé à le faire. Il s'agit d'un CTF, c'est-à-dire un challenge de sécurité informatique. Et dans celui-ci, on pratique la rétro-ingénierie. Là, on se retrouve sur un environnement de travail qui est conçu spécifiquement pour ce petit challenge qu'on va réaliser. En gros, je vais utiliser le terminal de commande, donc c'est là où on tape des commandes pour exécuter des choses, et j'ai un fichier en fait qui s'appelle bloat avec plein de B, qui est un fichier exécutable pour Linux. Bon, c'est un petit détail, mais ça peut être important parfois quand on fait du reverse engineering. Si j'essaye d'exécuter ce fichier, comme ça, il me demande What's my favorite number? Bon, bah moi je ne sais pas, imaginons que mon chiffre favori c'est 3, je mets 3 et on me dit non, c'est pas bon. En fait, il me demande de trouver ce petit challenge de sécurité, de trouver le numéro directement qu'il faut bien mettre la bonne clé, comme si c'était un mot de passe, et il fallait que je trouve le bon mot de passe. Pour ça, en fait, on va utiliser donc Ghidra, ce fameux outil qui est développé par la NSA. Il fait un peu peur cet outil-là, il a l'air super complexe et il est même un petit peu moche, hein, on peut le dire. Mais en fait, à partir de ça, vous voyez ici, on retrouve ce que je vous ai présenté, l'assembleur, les commandes assembleur. Mais nous, on ne va pas utiliser ça. En fait, on va utiliser la partie qui est plutôt à droite où il y a du code. Et on va essayer de lire, en fait, globalement, vous voyez, à chaque fois, il nous donne des genres de code à lire qui est écrit en C. Et à partir de ça, en fait, on va pouvoir faire du reverse engineering, essayer de comprendre comment il fonctionne. Et justement, ici, dans cette section, on a en fait, si je vais l'agrandir, on a en fait le code qui nous intéresse pour trouver le bon chiffre à mettre, le bon nombre à mettre. Alors, même si vous ne connaissez pas la programmation et même si vous connaissez pas C, vous inquiétez pas, ça peut paraître compliqué, mais c'est assez simple. En gros, ici, sur cette ligne-là, la ligne 25, il nous fait une condition. Il nous dit si la variable locale 48 est égale à un chiffre. Ici, ce chiffre n'est pas exprimé comme vous avez l'habitude de le voir, il n'est pas en décimale, il est en hexadécimal, qui est une méthode de représentation qui est très utilisée dans l'informatique. Du coup, en fait, grâce au logiciel, maintenant, je sais plus ou moins ce qu'il est en train d'essayer de rechercher, ce qu'il est en train d'essayer de tester au moins. Donc je peux convertir ce chiffre hexadécimal en décimal, ce qui donne 549 255, et c'est ça mon mot de passe, c'est ça ma solution. Et je vais vous montrer la différence maintenant. On va exécuter, on va mettre donc 549 255. Et là, il me dit, bravo, vous avez réussi le challenge, en gros, en me donnant le flag. Puisque quand vous faites un CTF, quand vous faites ces challenges en sécurité informatique, vous obtenez ce qu'on appelle un flag. Et ça, vous le reportez sur le site internet du CTF. Et il vous dit, bravo, vous avez réussi le challenge. Vous avez la preuve, on a la preuve qu'on a réussi le challenge grâce à ça. Et tout ça, ça a été fait en quelques instants grâce à du reverse engineering sur un fichier qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas. Bien entendu, ça demande quand même d'avoir des petites connaissances en programmation, hein, c'est un sujet un petit peu complexe, mais au moins on a quand même réussi à hacker notre fichier. Maintenant, on n'a pas répondu à une question. Pourquoi une agence d'espionnage, elle voudrait faire du reverse engineering? Et c'est pas uniquement la NSA, hein. Si vous regardez en France, la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, donc les services secrets français, cherchent eux aussi à recruter dans ce domaine. Alors il y a deux aspects qui sont liées à la sécurité informatique, offensive et défensive. Le premier, c'est l'analyse des malwares. On essaie de faire de la rétro-ingénierie sur les malwares pour les comprendre et être capable de les arrêter. En comprenant comment ils fonctionnent, on trouve souvent ce qu'on appelle des IOC, des Indicators of Compromise. C'est les traces, si vous voulez, que le malware va avoir quand il est utilisé. Si on est alerté à l'avance, on peut mettre en place une meilleure protection. Le second aspect, c'est l'exploitation, donc plutôt offensif là. C'est l'objectif de trouver une faille de sécurité dans l'outil ou le logiciel. On cherche ce qu'on appelle souvent un 0D, c'est-à-dire une faille de sécurité inconnue du développeur. Alors vous avez sûrement entendu parler ces dernières années de différents exemples, mais il y en a un qui ressort souvent, c'est l'affaire Pegasus NSO, qui est une entreprise israélienne qui a vendu des failles de sécurité pour espionner les communications depuis des iPhones. Une faille qu'Apple donc ne connaissait pas. Celle-ci était redoutable hein, parce qu'en gros,
Elle n'avait pas besoin que l'utilisateur fasse une bêtise ou installe un logiciel ou quoi que ce soit. En gros, il suffisait simplement au hacker d'envoyer un message et c'était tout. Dans cette affaire, les victimes sont nombreuses. On a des lanceurs d'alerte, des opposants politiques, mais surtout des gens haut placés allant jusqu'au président de certaines nations. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses sur le reverse engineering. J'ai essayé au mieux de simplifier les choses parce que c'est un domaine ultra technique, très difficile d'accès. Il est aussi, je trouve, personnellement super intéressant sur un plan intellectuel, car on découvre vraiment comment ça fonctionne, un logiciel, un exécutable, sa relation avec l'ordinateur, le CPU et j'en passe. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne où on fait des CTF, comme dans l'exemple qu'on a pu voir. Et j'espère vous dire à bientôt.